Aussi loin que les chantiers archéologiques et les textes d'archives nous permettent de remonter dans les siècles passés, les animaux de la ferme accompagnent le paysan. Des bœufs du riche laboureur à la chèvre du pauvre manouvrier, de la monture du chevalier à la mule du moine, des moutons du monastère à la poule due au seigneur pour prix d'un usage de la terre. Survivant pour certains dans une fonction de loisir, d'animal de compagnie ou de gardiennage, la plupart ont disparu de notre horizon quotidien, pas totalement de notre mémoire collective. Vers 1200, l'élevage des moutons, traditionnellement associé aux cultures céréalières du bassin parisien, était à la portée de peu d'investisseurs. En moyenne, ces troupeaux de possédants regroupaient 5 à 600 bêtes. Ils étaient généralement constitués pour moitié de moutons, le quart de brebis et autant d'agneaux. Peu exigeants, les moutons tondaient l'herbe des talus et se contentaient des chaumes laissés après les moissons. Leurs excréments engraissaient les terres laissées en jachère. En journée, l'un des enfants de la maisonnée assurait la surveillance des bêtes le long des chemins. Par exemple, en 1363, un laboureur de Bouqueval a violemment corrigé un petit berger qui avait laissé ses moutons divaguer dans les cultures de son champ. À Villiers-le-Bel, en 1486, le registre des comptes de la paroisse mentionne le jour où on marchanda des laines, attestant la présence de ces animaux dans les alentours. Les peaux de moutons servaient également à la fabrication du parchemin, support d'écriture le plus employé jusqu'à la diffusion du papier vers 1150 pour le sud de la France, vers 1350 pour le nord. On trouve d'ailleurs la mention de Louis Guesdon, parcheminier, dans les registres de catholicité de Sarcelles vers 1750. On comptait 7 gros propriétaires de moutons sur la commune de Sarcelles. En 1829, l'un d'eux possédait un troupeau de 400 têtes. En 1866, 200 moutons, 140 brebis et leurs 60 agneaux broutaient l'herbe des talus sarcellois. Cette omniprésence des moutons traversant les espaces villageois ou broutant à la périphérie aux alentours de 1900 a été captée par les photographes alimentant l'industrie naissante de la carte postale. En 1872, à Sarcelles, 600 moutons, 150 brebis et leurs 30 agneaux parcouraient les chemins. Dans la région, l'élevage massif des chèvres et des moutons n'a probablement pas dépassé les années 1920. Vers 1400, la chèvre n'était pas considérée comme un animal faisant partie du cheptel des grandes fermes. Elle était la vache du pauvre. Le chevreau coûtait peu à l'achat, l'alimentation d'une chèvre ne coûtait rien, car elle consommait les plantes dédaignées par les moutons. De plus, la chèvre était capable d'escalader arbres et murets pour atteindre les hauts feuillages convoités. Son appétit éclectique la faisait exclure des bois dont elle mangeait les jeunes pousses, et les règlements imposaient aux paysans de ne posséder qu'une ou 2 bêtes. La chèvre, familière, permettait également d'alimenter les nourrissons que leur mère ne pouvait nourrir au sein. En 1866, on trouvait 21 chèvres et 2 chevreaux à Sarcelles. 6 années plus tard, elles n'étaient plus que 10, accompagnées de leurs 3 petits. Un bouc les avait rejoints. Le porc s'est séparé assez tôt du sanglier, mais les 2 espèces sont restées interfécondes. Familier, vorace et omnivore, le porc est peu difficile sur la qualité de son alimentation. Vers 1250, les porcs d'un village étaient réunis en troupeaux que le porcher menait en forêt à l'automne manger faine, fruit du hêtre, châtaigne et gland, fruit du chêne. Une 60aine d'hectares de forêt étaient nécessaires pour les nourrir sans qu'ils ne dégradent l'environnement en fouillant trop le sol forestier de leurs groins à la recherche de racines. Ils mangeaient également champignons et escargots. En ville, le porc était un animal vagabond qui se nourrissait d'ordures et de déchets. Au Moyen Âge, son poids avoisinait les 80 kilos et son pelage était souvent uniformément noir, brun, gris, roux ou tacheté. Au XIXe siècle, le croisement des cochons de France avec des variétés anglaises a donné à l'animal sa couleur blanc-rosé, ainsi que sa morphologie et son poids, qui approchent aujourd'hui les 500 kilos. Après la vulgarisation de la culture de la pomme de terre vers 1845, les petits paysans ont élevé leurs cochons.
en le nourrissant des variétés grossières. Vers 1900, en province, l'abattage du porc familial restait un moment fort de la vie campagnarde. Le seigneur local notait sur son carnet de commandes le nom de ses clients et le jour de rendez-vous. Puis il venait à la ferme le matin du jour dit pour tuer la bête. La journée se passait en découpe, préparation et mise au saloir. L'élevage du porc familial se maintient aujourd'hui un peu en province, mais l'achat en boutique devint assez tôt la règle, comme le laissent entrevoir les 4 cochons repérables à Sarcelles en 1866. À partir de 1945, les élevages diffus ont été abandonnés au profit de concentrations de plus en plus productives. Aujourd'hui, grandes surfaces, commerces de proximité et congélateurs remplacent le saloir. Géline et Chapon faisaient partie des redevances que les tenanciers villageois devaient à leurs seigneurs au Moyen Âge. Le mot géline vient du latin gallina, dérivé de gallus, coq, dans le sens de femelle du coq. Formé dans la langue populaire, le mot poule a évincé géline dans le langage parlé autour de Paris à partir de 1600. Quant à lui, le chapon est un coq châtré que l'opération rend plus gros et plus savoureux. Dans le contexte religieux de l'époque, l'Église imposant de jeûner les 40 jours du carême, les œufs étaient stockés pendant la période pour les consommer le jour de Pâques. Avant leur domestication, comme la plupart des oiseaux sauvages, les poules pondaient entre 5 et 20 œufs par an. À partir de 1840, des variétés asiatiques importées ont été croisées avec des poules locales afin d'en augmenter la productivité. En 1950, les meilleures jeunes poules pondeuses produisaient de 160 à 180 œufs par an. Dans les années 1960, les plus prolifiques pondaient annuellement 320 œufs. En 1972, les poulaillers sarcellois regroupaient environ 500 poules et poulets. Descendantes des oies cendrées migratrices, les oies d'élevage proviendraient d'œufs dénichés dans les roselières et donnés à couver à des poules, ceci dès l'Antiquité. Couvée après couvée, les oies domestiquées sont devenues blanches et, prenant du poids, elles ont perdu leur capacité à voler. Au Moyen Âge, elles vivaient en petites troupes autour des exploitations et se nourrissaient de l'herbe des prairies humides. On dénombre une 50aine d'oies à Sarcelles en 1872. Capturé et élevé dans les mêmes conditions que l'oie, le canard colvert a également rejoint les animaux de la basse-cour. De lui descendent nos diverses variétés de canards, sauf le canard de Barbarie, qui provient d'un volatile originaire du bassin de l'Amazonie, rapporté en Europe par les conquistadors espagnols vers 1500. La poule d'Inde, abrégée en dinde, qu'élevaient les habitants des Indes occidentales espagnoles, actuel Mexique, a suivi le même chemin. À partir de 1550, elle s'est diffusée à l'ensemble des provinces françaises par les tables princières. Une centaine de canards et une quarantaine de dindes sont repérables à Sarcelles en 1872. Au dernier siècle avant l'ère commune, les Romains firent connaissance avec le lapin réfugié depuis la dernière glaciation dans la péninsule ibérique, actuelle Espagne. Ils l'appelèrent Cuniculus. De ce mot latin vient conin ou conil, nom du lapin en ancien français. Le terme a été remplacé au XVIe siècle par le mot lapin, qui désigne depuis l'animal aux grandes oreilles. Les deux animaux se ressemblent. Cependant, le lapin est plus petit, ses oreilles sont plus courtes et il vit en colonie près du terrier qu'il a creusé. De son côté, le lièvre est doté de plus grandes oreilles, marquées de noir à leur extrémité, et il vit seul dans un creux du sol, sous le couvert des broussailles. Lièvre et lapin ne se croisent pas. C'est seulement vers le IXe siècle que le lapin, venant du sud, aurait dépassé la Loire. Abbés et seigneurs ont établi dans les garennes de leur demeure des lapins devenus vite nombreux. De ces enclos garde-manger, les lapins fugitifs se sont diffusés dans tout l'espace agricole, grignotant de ci de là choux, salades et carottes. Ne s'éloignant pas de son terrier, le lapin est devenu un vrai fléau pour des paysans qui n'avaient pas le droit de le chasser avant l'abolition du droit de garenne le 4 août 1789, pendant la Révolution.
Quand la paysannerie sera réconciliée avec un lapin désormais élevé en clapier, c'est à partir des variétés fourrées qu'ont été créées au XIXe siècle nos actuels lapins domestiques. Bien que localement leur élevage ne fasse pas de doute, les lapins sont absents des statistiques agricoles concernant Sarcelles durant la seconde moitié du XIXe siècle. La composition du poulailler médiéval dépendait surtout du milieu social. Au XIIIe siècle, passée la première enceinte du château, la basse-cour désignait l'espace en contrebas de la motte et du donjon. La basse-cour accueillait la grange et l'écurie du seigneur et probablement une volière ou un pigeonnier. Dans l'environnement aristocratique existaient des oiseaux d'agrément, colombes et tourterelles, cygnes, faisans, paons. Vers 1450, la fonction défensive du château disparut au profit d'une fonction résidentielle. Les manoirs s'implantèrent sur des sites permettant le développement de jardins et de parcs agrémentés de pièces d'eau et de volières. Les cartes du XVIIIe siècle mentionnent l'emplacement de la tour du pigeonnier du fief de la cour Les Sarcelles. Une cinquantaine de pigeons sont répertoriés à Sarcelles en 1872. Le bœuf, robuste et lent, a été la force motrice des défrichages et du labour des plaines argileuses. Attelé par paire à la charrue, la place de ces taureaux castrés s'est imposée pour les premiers temps documentés autour de l'an 1000. À la fin du Moyen-Âge, beaucoup de paysans possédaient une vache. En 1495, à Herblay, au moins une vache existait dans 40% des exploitations. Le village totalisait 76 vaches et 25 veaux, à l'exclusion de la mention de bœufs et de taureaux, donc. Dans les années 1930, les attelages de bœufs étaient toujours utilisés dans plusieurs provinces métropolitaines, ainsi que dans les colonies, Antilles françaises, Nouvelle-Calédonie, Indochine, etc. La boucherie médiévale était avant tout une activité urbaine, tant par la nécessité de nourrir une population aisée, nombreuse, que pour l'écoulement rapide d'un produit périssable. À Villalbel, en 1416, Jean le boucher paie une redevance au seigneur pour l'auvent et l'étal de sa boutique devant l'église. En 1482, un boucher est expressément mentionné dans ce village et en 1418, un boucher tient boutique à Sarcelles. Le boucher de village avait pour client la cuisine des nombreux bourgeois qui avaient établi leur maison des champs à quelques lieues de la capitale, la table des maisons nobles et celle des ruraux aisés, laboureurs, aubergistes, officiers seigneuriaux. La spécialisation de la tâche de découpe a très tôt justifié la présence d'un boucher dans les plus gros bourgs. L'abattage de l'animal était suivi du prélèvement des matières premières destinées aux artisans de la corne, des os et du cuir. À Sarcelles, le lieu-dit l'Escorcherie, près de Champy, et à Saint-Brice, le lieu-dit Triperie, sont probablement à mettre en relation avec le passé de cette activité bouchère. Par la découpe de gros, on divisait l'animal en 2 demi-carcasses, plus facilement transportables. La découpe de détail se pratiquait à l'étal lors de la vente de la viande aux clients. 23 vaches et un veau sont recensés à Sarcelles en 1866. 6 années plus tard, on ne comptabilisait plus que 10 vaches sans aucun petit. Vers 1700 et durant les siècles antérieurs, plutôt que du lait, on ne consommait presque que des beurres, des caillés et des fromages. À partir de 1790, le lait non transformé est intervenu dans l'alimentation des élites urbaines, puis sa consommation s'est généralisée aux couches populaires. Avant la pasteurisation, découverte en 1850 et plus largement appliquée à partir de 1886, la consommation de lait produit fragile obligeait à la présence de vaches dans les villes ou dans leurs proches périphéries. En 1892, dans Paris et sa banlieue, 2000 nourrisseurs assuraient 40% de la consommation laitière de la capitale, environ 220 000 litres par jour. Dans une exploitation de type familial, le laitier nourrisseur achetait des vaches venant de mettre au monde leur 2e ou 3e veau. Une nourriture donnée à l'étable, estimée au double de celle d'une vache mise au pré, leur faisait produire 15 à 20 litres de lait par jour pendant 6 à 7 mois. Passé ce temps,
leur production de lait faiblissant, mais ayant engraissé, les vaches partaient pour la boucherie. En 1848, les laitiers nourrisseurs de Paris avaient quasiment disparu. Ils étaient encore nombreux, à une vingtaine de kilomètres autour de la capitale. Dans les années 1950, les nourrisseurs sarcellois écoulaient le lait de leurs 7 à 8 vaches directement dans leurs boutiques. Grâce aux différents lotissements, la clientèle locale était devenue suffisamment nombreuse pour que les nourrisseurs puissent se dispenser de porter leur lait quotidien à Paris. D'environ 1800 habitants avant la mise en service de la gare Sarcelles-Saint-Brice en 1877, la population du village a presque doublé en 1921 et triplé en 1926. Cette hausse signale essentiellement le développement des zones pavillonnaires. À partir de 1960, le contrôle strict du commerce du lait a quasiment fait disparaître l'activité de laitier nourrisseur en banlieue. Le noble sur son cheval pose l'image du chevalier, dont le terme révèle son statut de cavalier. Le chevalier est représentatif de la période médiévale et d'un style de vie dans lequel le tournoi et la chasse concouraient à la formation du guerrier. Le chevalier se devait d'entretenir au minimum 4 à 5 chevaux, chacun destiné à une fonction particulière. Le roncin, le plus courant, pour le transport et la chasse. Le dextrier pour la guerre et les tournois. Le palefroid pour la chasse et les cérémonies. La haquenée était une jument souvent montée par les dames. En fonction de la pousse de l'herbe, 1 hectare à 1,5 hectare par cheval était nécessaire à son entretien au pré. Ne doutons pas que les occupants des manoirs de la cour Les Sarcelles, vers Chauffour, ou du château près du village, ne se soient réservé quelques prairies au long du ruisseau. Les redevances en avoine versées aux seigneurs par leurs dépendants ruraux venaient compléter l'herbe des prés de leurs réserves. En plus de l'herbe du pré ou du foin de son râtelier, l'entretien d'un cheval réclamait son boisseau d'avoine par jour, soit 12 litres de grain. De manière générale, un riche seigneur ne montait pas le même type d'animal que celui que le paysan utilisait à tirer sa charrue ou sa charrette. Lors des travaux effectués à l'église de Villers-Belle en 1485, 4 paroissiens sont intervenus avec leur chariot à 4 chevaux, un autre avec son chariot à 3 chevaux, un dernier est venu avec un chariot dit à 4 bêtes, peut-être des bœufs. Dans la taxe perçue par l'abbaye de Saint-Denis au moment de la récolte des foins 1495 sur les 47 familles imposées à Herblay, 13 exploitations possédaient au moins l'un des 28 chevaux présents au village. Les 3 plus grosses maisons détenaient chacune 4 chevaux. Un cheval de trait coûtait de 3 à 4 fois le prix d'un bœuf. La possession d'un cheval faisait la différence entre le fermier laboureur, largement nanti, le petit vigneron attaché à son unique monture, et le manouvrier, dépourvu de toute aide animale. Établi à un point de passage du ruisseau sur la route royale Paris-Amiens, le village de Sarcelles était soumis à un trafic routier qui orientait une partie d'activité des habitants vers le cheval et les voyageurs. Maréchal Ferrand, charrons, bourreliers, aubergistes. Sans compter les attelages qui traversaient le village par la grande route, en 1866, les rues et les champs de Sarcelles étaient animés par les 173 chevaux et juments qui tiraient charrues, chariots et charrettes. Leur effectif n'avait guère varié en 1872 avec 165 unités. Cousin du cheval, l'âne est interfécond avec cette espèce, mais leur produit est stérile. Si la chèvre était la vache du déshérité, l'âne était le cheval du pauvre. De caractère placide, il pouvait transporter sur son bas le foin ou le bois ramassé, ou dans ses hausseaux d'osier le fumier nécessaire aux pieds de vigne. Robuste, il pouvait ramener la vendange au pressoir ou amener son maître et ses légumes au marché. Résistant, il pouvait transporter le grain à moudre au moulin et en rapporter les sacs de farine. Enfin, dans les vignes et les sentiers escarpés, l'âne a le pied plus sûr que le cheval. De plus, il se contente de peu, broutant l'herbe des talus et les plantes coriaces dédaignées par la plupart des autres animaux de la ferme. On rencontre 6 à 7 ânes ou ânesses à Sarcelles dans les années 1866-72. L'omniprésence du cheval à la ville comme à la campagne s'est pleinement maintenue jusqu'à la Première Guerre mondiale, avec l'omnibus qui attendait les voyageurs à la gare du chemin de fer Sarcelles-Saint-Brice,
Il était le transport en commun sur route de l'époque. Avec leur cheval, les cultivateurs labouraient, herçaient leurs champs ou rentraient les récoltes. Les garçons de ferme menaient les chevaux à l'abreuvoir public. Les bourgeois promenaient leurs familles en calèche. Les artisans livraient leurs clients ou transportaient les matériaux de leurs chantiers. Le bourrelier réparait selles et harnais. Le marchand déballait ses articles au marché. Tout à chacun embarquait sa famille. Dans l'entre-deux-guerres, l'usage du cheval a régressé. Le tracteur a tiré la herse, la charrue et le tombereau. Le camion a livré les récoltes de choux-fleurs aux halles de Paris. Quelques bourgeois se sont risqués à la conduite automobile et les ouvriers ont appris la bicyclette. Un peu plus tard, les artisans ont acheté l'indispensable camionnette. N'ayant plus rien à ferrer, le maréchal a fermé son atelier et lorsqu'un petit agriculteur n'ayant pu emprunter l'un des derniers chevaux disponibles pour retourner la terre de son champ, l'entraide familiale venait à la rescousse. Depuis, nos modes de vie ont changé, mais c'est une autre histoire.